Chers amis cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver pour vous parler de 3 films actuellement à l'affiche qui ont pour dénominateur commun, je dirais, la technologie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Un monde merveilleux, Les linceuls et La légende d'Oshi. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur 3 films qui font l'actualité des salles de cinéma. Il y aura dans un premier temps Un monde merveilleux avec Blanche Gardin, réalisé par Giulio Calgari, qui signe ici son premier film sur la technologie et son impact dans notre quotidien. Il y aura également au programme le nouveau David Cronenberg, qui s'est fait beaucoup attendre sur sa sortie nationale. Le film était déjà présenté, donc Les linceuls, à Cannes 2024, il était reparti bredouille, film avec Vincent Cassel et Diane Kruger, on verra dans un instant si ce film vaut le coup ou pas. Et enfin, dernière position donc pour La légende d'Oshi, je fais du plus récent au plus ancien, réalisé par Isaiah Saxon, qui signe ici son premier long métrage et qui est censé être un revival des 80s à la Spielberg Amblin, avec tout un style très artisanal justement dans sa conception. Et des matte paintings, en veux-tu, en voilà. On verra ça donc dans un dernier temps. Et donc je commence tout de suite avec Un monde merveilleux. Comédie sociale, sociétale, sur la technologie, son impact dans nos vies, avec Blanche Gardin, donc qui campe Max, une mère de famille, ancienne prof, qui galère, qui a besoin d'argent, et qui fait tous les stratagèmes possibles pour voler de la nourriture, se faire un peu d'argent, etc. Avec sa fille Paula, donc interprétée par Laly Mercier, une jeune actrice. Le duo fonctionne très très bien, on est embarqué dans cette histoire. Du jour au lendemain, Max va avoir une idée pour se faire un peu de sous, c'est de voler un robot dans un EHPAD, pour ensuite en vendre les pièces détachées. Et puis finalement, il va y avoir une sorte d'amitié au fur et à mesure de cette aventure humaine et technologique qui va se nouer entre les deux. Et donc finalement, de plus en plus, le message du film, on va bien le sentir, c'est pas forcément d'être aigri au niveau de la technologie, mais c'est plutôt quelque chose de complémentaire. On sent que la machine va apporter à l'humain, l'humain va apporter à la machine et vice-versa. Donc c'est vraiment sur ce côté-là que Calgari a eu l'intelligence de traiter son sujet. C'est-à-dire, c'est pas un film d'aigri, justement, de rageux envers la technologie. C'est plus compliqué que ça. On sent ce film nous montre qu'on est tous dans le même bain. En fait, on est tous concernés par ce sujet et que les réponses sont pas évidentes. Voilà. Donc, ça dépend évidemment comment on se sert de cette technologie. Donc, il y a ce robot T0. Regardez en plus comme il est mignon. Tout est fait pour que ça plaise aussi aux enfants. Il y a le côté très familial, très feel-good qui va découler de cette histoire, alors qu'il y a un terreau, une base assez dramatique, très sociale. Enfin, vraiment, Max vit comme une clocharde, c'est terrible en fait, voilà. Et finalement, petit à petit dans ce film, il va y avoir quelque chose de très beau qui va jaillir de cette relation avec ce robot, voilà, parce que c'est très crédible, l'aspect social est très crédible. Vraiment, on sent que Max est dans la merde, qu'elle doit tout faire pour nourrir sa gosse, quitte à voler dans les magasins, dans les supermarchés. Tout ça vous est montré, c'est pas édulcoré, ça change du cinéma consensuel, justement, à montrer des scènes qui font pas plaisir à voir, mais qui sont utiles, justement, pour qu'on soit touché, en fait, par le sort des personnages. Et Calgari a tout compris. C'est un petit film qui n'a pas beaucoup de budget et qui a tout pour vous émouvoir. En fait, c'est ça qui est très beau. En plus, dans cette aventure, au-delà même du film, on sent que cette équipe est honnête envers son sujet. En fait, il n'y a pas ce côté où c'est surpolitisé ou je ne sais quoi. Non, non, non. Je vous assure, vraiment, quel que soit votre bord, vos idées politiques ou quoi que ce soit, tout le monde va se sentir concerné par ce sujet. Véritablement, c'est intelligent. Ça montre le pour et le contre, en fait. C'est compliqué. L'engrenage dans lequel les gens peuvent être, justement, vers la technologie. Parce que, justement, les robots, donc, qui est une sorte d'allégorie, quelque part, de nos smartphones aussi. Parce que le T0, c'est l'ancien modèle. Il y a les T15 ou je ne sais quoi. Donc là aussi, ça rappelle que c'est un peu comme les iPhones. Tous les ans, il y a un nouvel iPhone, etc. Et donc, il va y avoir tout un tas de services que le robot va proposer. Mais parfois, ils sont utiles, parfois, ils ne sont pas utiles. Donc, ça pèse le pour et le contre. Notamment au niveau médical, on va voir qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui peut en dégager. Encore que l'humain va apporter aussi au robot, et le robot, encore une fois, à l'humain. Donc voilà, à chaque fois, ce film a l'intelligence de peser le pour et le contre. Il y a des punchlines cinglantes et très décalées, c'est très bien écrit, il y a des dialogues vraiment qui vont vous rester. Je pense qu'il y a moyen que, peut-être, je ne sais pas si ce serait une comédie culte, mais par la suite, avec les années,
Parce que je pense que voilà, c'est toujours pareil, hein, les plus grandes comédies, en général, quand elles sortent, voilà, pendant leur sortie, on les défonce un peu au niveau des critiques, c'est un peu les mal-aimés, et puis des années plus tard, elles se bonifient, puis on dit, ah, finalement, c'était assez bien vu, etc. Je pense que ça va faire clairement cet effet-là sur ce film. Je pense que dans quelques années, on va réévaluer. C'est un peu comme Problemos, vous savez, on avait dit, qu'est-ce que c'est que ce petit film et tout, puis finalement, on s'aperçoit que, d'ailleurs, Blanche Gardin, qui était à la co-écriture, hein, co-scénariste sur le film, eh bien, avait des choses à dire justement intéressantes sur le fait de revenir peut-être à quelque chose de plus primitif, ou si on repart de zéro, on va refaire les mêmes erreurs finalement, donc c'était intelligent. Et puis il y avait également donc effacer l'historique bien sûr, donc du duo groenlandais Kerven et Delépine, qui parlait là aussi, eh bien quelque part aussi de nos données, hein, nos données, où sont-elles, et puis le côté fastidieux de l'administration, tout ça. Donc on est un peu dans une sorte de synthèse des deux, je dirais, avec ce nouveau film. Et vraiment, il a son identité. Il y a des plans, moi, qui m'ont vraiment plu. Les vues subjectives sur le robot, à un moment donné, il va lui arriver une catastrophe. Donc, on voit qu'il bug, etc. C'est très bien fait. Franchement, on dirait le premier film d'un vidéaste, en fait, plus peut-être qu'un cinéaste. Mais ça ne me dérange pas parce que ça propose quelque chose de différent. Vraiment, avec les moyens dont il dispose, on sent que vraiment l'équipe vraiment a été honnête sur ce projet, s'est fait plaisir. Et vraiment, nous aussi, le spectateur, on le ressent. Parce que cette histoire de robot, ce robot, vous allez vous-même être attaché. Moi, j'ai versé ma larme à l'œil parce que le scénario vous permet justement, grâce peut-être au fait qu'il n'édulcore pas en fait les soucis en fait de la vie de Max en fait. Voilà, vous la sentez dans la merde, vous la sentez galérer, et donc forcément ça va avoir un impact sur vous en fait, plutôt que de faire un film consensuel où c'est un peu au forceps, il faut aimer les personnages à tout prix. Là non, on n'essaie pas de vous les faire aimer les personnages, vous allez les aimer parce qu'ils ne cherchent pas en fait, eh bien à tout prix à vous dire aime-moi, 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 comme voilà, non, c'est vous ferez votre propre opinion sur ces personnages, mais eux vivent leur vie en fait, ils cherchent pas à tout prix à vous mettre le couteau sous la gorge en disant « vous allez m'apprécier », etc. Non, en fait, à aucun moment ce film ne fait ça, en fait. Il a l'intelligence, eh bien voilà, de ne pas être dans un truc manichéen, voilà. Donc Max, elle peut être autant détestable qu'adorable, parce qu'en mère de famille, tu peux te dire, voilà, elle est totalement irresponsable, elle fait n'importe quoi, elle vole dans les magasins, mais en même temps, il y a le côté où elle est dans la merde, et donc elle a quand même des valeurs, elle fait tout pour sa fille. Donc les choses sont compliquées, donc on sent bien que c'est pas forcément uniquement la société, il y a aussi un peu Max qui pourrait être autrement, mais en même temps, la vie, ça... Voilà, il lui arrive tout un tas de problèmes qui fait qu'elle a du mal à retrouver du positif en fait dans son existence. Donc on sent que ce robot va, même si elle n'y croit pas, même si dans un premier temps, en fait, elle va être réfractaire à cette technologie, quelque part, après, elle va plus pouvoir s'en passer, et donc il y a le côté addiction qui va venir, et poser des questions aussi, parce que finalement, ces technologies, aujourd'hui, dans notre monde moderne, eh bien, nous apportent quand même un peu de satisfaction, même si parfois c'est un peu illusoire, mais au niveau du cerveau, on sécrète un peu les hormones qu'on pourrait avoir avec des interactions humaines, finalement. Donc ça pose toutes ces questions-là, du transhumanisme aussi, si on peut sauvegarder aussi notre être, à travers peut-être des informations, des datas qui pourraient aller aussi dans une forme robot, etc. Donc ça pose beaucoup de questions. Moi, j'ai passé un très bon moment, au-delà même de ce que le film dégage comme piste de réflexion assez pointue justement sur la technologie, son impact et ce qui peut se passer aussi dans notre futur. Hein, on a carrément des personnages qui ont des casques, les casques de réalité virtuelle dans le monde réel et qui sont prêts à se faire écraser par une voiture parce qu'ils traversent avec le casque. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans le futur. En fait, donc c'est pas déconnant, et donc c'est intelligent, voilà. Je trouve que quel que soit le bord politique peut-être du spectateur, je trouve que tout le monde est concerné, que c'est une vraie question, les choses sont compliquées, c'est pas c'est pas simple en fait comme question. Donc voilà. Et au-delà de ça, ça marche aussi comme un gentil petit film familial qu'on peut regarder le dimanche en famille. Ça marche à plusieurs aspects ce film, je trouve, parce que les enfants vont adorer vraiment ce petit robot. On a envie on l'adore à la fin, vraiment on peut plus le quitter quoi. Il y a une vraie amitié qui va exister entre l'humain et la machine. Donc c'est beau en même temps, c'est beau, c'est waouh. Franchement
Voilà, je trouve que ça paye pas de mine, et pourtant, eh ben, c'est un petit film mineur comme ça, qui va peut-être passer un peu peut-être inaperçu, j'espère pas, j'espère qu'on en parlera un peu, parce que voilà, je sais que Blanche Gardin fait l'objet de plein de polémiques, je sais de ça. Moi, vous savez, sur ma chaîne, justement, j'évite les polémiques, absolument, tout ce qui est politique et polémique, vraiment, c'est pas le but. Là, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que le film, eh bien, justement, va au bout de son propos, pour quel public aussi, bah là, franchement, vous pouvez y aller, quand vous posez, il n'y a pas assez de films comme ça où on peut y aller en famille, voir un truc, on pose un peu son cerveau, là voilà, c'est simplement une gentille petite aventure dans un monde très réaliste, et pourtant il va se passer des choses quand même assez, c'est de la SF un peu fauchée, qui a son charme en fait, et franchement, allez-y, c'est pas fauché dans le mauvais sens du terme, moi je vous dis justement, ça rappelle aussi que le cinéma, eh ben, ça peut être fait avec un petit budget, et qu'on peut en ressentir beaucoup plus d'émotions avec un film, justement avec un petit budget comme celui-ci, que parfois avec énormément de surenchères d'effets, etc. Et puis finalement l'émotion vous passez à la trappe. Et ben là je trouve que c'est pas du tout le cas, justement, on passe un excellent moment. Je vous recommande Un monde merveilleux de Giulio Calgari avec Blanche Gardin. Ne boudez pas votre plaisir à passer un bon moment dans les salles de cinéma. Ça fait partie des films qui font du bien à voir en salle, entre amis, en famille, en couple, ce que vous voulez, vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas donc à découvrir ce film dans les salles de cinéma. Je passe maintenant au deuxième film du jour et il s'agit des Linceuls de David Cronenberg, donc le cinéaste canadien qui nous a habitués à des thrillers organiques, érotiques, horrifiques, tout ça à la fois, bien sûr, tout au long de sa filmographie. Et c'est vrai que Les Linceuls, bah voilà, nouveau film qui crée la controverse, la polémique ou je ne sais quoi, qui divise énormément, mais voilà, c'est un peu un pléonasme, j'ai envie de dire, quand on parle de controverse et de David Cronenberg, hein, c'est un peu indissociable, j'ai envie de dire. Donc Vincent Cassel, Diane Kruger, donc au casting de ce nouveau film Les Linceuls, qui va être un peu, pour moi, hein, un film somme de la carrière véritablement de David Cronenberg. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un bon point. Voilà, je vous donne un petit peu déjà un peu mon avis, c'est que déjà ce film respire le Cronenberg, bien sûr. Alors beaucoup disent que c'est ennuyeux, il n'y a pas d'action, etc. Peu importe, moi franchement, voilà, je trouve que la grande vertu de ce film, c'est au moins d'être un film de son auteur, ce qui est déjà pas mal, et d'être une synthèse, quelque part, de son cinéma. Et notamment, alors là, on sort un petit peu du cadre du film, mais c'est vrai qu'on sent que, même si on n'a pas l'info, moi c'était mon cas, j'avais pas l'info, je savais pas que l'épouse de Cronenberg était décédée, et puis quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas le cas, justement, de Cronenberg, en fait? Est-ce que lui aussi aurait pas perdu sa femme, en fait? Parce que l'histoire, donc c'est celle de Karch, interprétée par Vincent Cassel, qui, déjà, rien qu'au niveau du faciès, hein, que vous soyez un crack ou pas en Cronenberg, vous voyez un petit peu le calque. Il y a une sorte d'alter ego avec Cronenberg qui va se dessiner justement en la personne de Karch, hein, voilà, incarné donc par Vincent Cassel, qui a perdu sa femme, voilà, elle est décédée des suites d'un cancer, et donc il va avoir ce côté un peu peut-être mégalo pour certains, mais qui a du sens en fait, parce qu'il est dans une phase de deuil en fait. Il va créer une technologie qui va lui permettre en fait de voir en fait le cadavre de sa femme et de plusieurs personnes décédées, parce que c'est tout un cimetière high-tech en fait qu'il va créer et qui va lui appartenir, donc avec cette technologie qui permet de voir à travers le linceul justement les cadavres des individus dans son cimetière justement de nouvelles technologies. Et donc déjà, c'est assez fort visuellement, tu te dis, voilà, tout ce cimetière high-tech avec ces espèces de monolithes, là, de ces pierres tombales qui rappellent peut-être aussi des espèces de Black Mirror, de je ne sais quoi, peut-être nos smartphones, etc. Donc là aussi, il y a un côté très visuel assez impressionnant. Et donc Karch qui va étudier, alors c'est un peu curieux, hein, mais le cadavre de sa femme, il veut comprendre, alors on sent que c'est un peu comme Cronenberg, qui serait dans une phase de deuil en fait, et qui essaierait à tout prix de déceler un mystère derrière le cadavre de sa femme et tout, donc on ressent un petit peu tout ce qui a fait le cinéma de Cronenberg à travers le corps, hein, c'est une des thématiques fortes de son cinéma, c'est le corps justement, donc là on est carrément, vous voyez, on va analyser les os, voir s'il n'y a pas quelque chose de curieux, donc il va y avoir une espèce de nanotechnologie qu'il va voir en fait dans le cadavre de sa femme, et donc il va se poser des questions, et du jour au lendemain il va y avoir justement en plus du vandalisme dans le cimetière, et donc il va se demander quelles sont les causes de ce vandalisme. Donc véritablement, c'est
C'est un film assez curieux parce qu'il n'y a effectivement pas beaucoup d'action. C'est un film sur le deuil. C'est un film aussi sur... on va retrouver des thématiques de crash, en fait, d'existence. On va retrouver des thématiques aussi... dans d'autres de ces films, il y en a un que je... Oui, voilà, de Vidéodrome, ça me revient, sur le Gong. Mais surtout Crash, je dirais Existence, vraiment. Pour l'avoir revu en plus récemment, Existence, c'est vraiment ça, ce côté où en fait la technologie est organique. Hein. C'est l'organique mêlé à la technologie, c'est ce qui est dès le départ vous fait comprendre que vous êtes chez Cronenberg, en fait, dès le départ. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est véritablement un film de son auteur. Et petit à petit, donc, Karch va essayer de déceler le mystère derrière eh bien, le cadavre de sa femme. Mais en fait, cette intrigue un peu enquête, j'ai envie de dire thriller, eh bien, est surtout un prétexte pour parler du deuil, pour parler aussi de cette excitation un petit peu morbide qu'il y a, un peu comme il y avait dans Crash justement, où justement il y a une excitation autour des crashs de voitures, du corps mutilé. Là aussi, on retrouve Cronenberg, je suis désolé, mais on peut pas dire que ce soit pas un film de Cronenberg 100% pur jus, parce qu'il y a toutes les thématiques, le corps mutilé, va y avoir une séquence, moi, que j'ai trouvé forte justement, c'est que par moment, il va rêver des discussions avec sa femme justement, donc il va l'avoir écorché, tout ça, donc ça va rappeler Crash. Alors évidemment, c'est peut-être un film qui va beaucoup rappeler un peu son cinéma et que c'est un petit peu tout ce qui va rester de cette expérience. Mais je trouve que c'est déjà pas mal, sachant que c'est quand même un peu compliqué, je pense, depuis ces dernières années pour Cronenberg de revenir véritablement avec un grand film fort. Les Crimes du futur, qui était un auto-remake, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. En revanche, Map to the Stars était pas mal. Après, j'ai pas tout vu, hein, les Cosmopolis, les Dangerous Method, il y en a plein qui me manquent, voilà. Mais... évidemment, on n'est pas dans un film blockbuster à la mouche, hein, bien sûr, qui avait mis tout le monde d'accord au niveau du grand public. Voilà, il y en a beaucoup qui disent, qui résument Cronenberg à la mouche, mais heureusement que ce n'est pas que ça. Et justement, ce film est là pour le rappeler, que c'est aussi et surtout voilà, un auteur qui s'intéresse au corps, qui s'intéresse aussi un peu aux névroses de ces personnages, parce que c'est des névrosés, c'est des écorchés, ils ont tous quand même de grosses pathologies, quand même, faut le dire, les personnages de Cronenberg. Ben là, c'est pareil, parce qu'il y a une névrose, il y a une sorte de névrose excitation un peu mal placée, qui va se créer un peu un trouble dans le cerveau de Karch, qui va faire que, voilà, il va rencontrer des personnages, notamment la sœur de la défunte, qui va en plus être jouée par la même personne, donc c'est là que ça va être intéressant, par Diane Kruger, qui va jouer les deux rôles, et même un troisième rôle avec cet avatar IA, donc de Honey, qui va l'accompagner justement dans ses tâches quotidiennes, donc un message aussi sur la technologie, un message aussi où finalement, eh bien, nous avons le linceul d'un côté, donc qui est donc cette enveloppe, hein, qui enveloppe les cadavres, et d'un autre côté, la technologie qui est là, peut-être pour faire durer aussi, eh bien, notre sauvegarde un peu quelque part de nos identités par un avatar qui va se retourner dans de la data et tout ça. Donc quelque part, c'est aussi un calque, là aussi, hein, sur eh bien, cette espèce de transhumanisme aussi qui peut découler de la technologie et de la mort. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film qui, effectivement, est lent, il a un rythme qui peut être écrasant, mais vraiment écrasant. Je pense que c'est ça qui va faire. Moi, je comprends pourquoi il y en a qui sont contre le film, c'est surtout pour sa lenteur. Voilà, il y a un rythme vraiment, voilà, vous ressortez de la salle, vous êtes peut-être un peu épuisé, parce que c'est un peu éprouvant, c'est long, c'est un peu long, mais moi je suis désolé, moi j'ai aimé cette expérience, parce que j'appelle ça une expérience. Je ne sais pas si c'est un grand film, mais c'est une expérience, et c'est déjà ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un film un peu à ambiance. On discute avec des personnages qui ont des réflexions sur le deuil, sur aussi comment retrouver du désir, comment retrouver aussi l'amour, une forme d'amour de l'autre. Est-ce qu'on oublie dans les bras de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas juste une relation pansement? Donc il y a aussi toute cette question de la reconstruction suite au deuil qui est plutôt bien analysée. Moi je suis désolé, franchement, ce film a des thématiques fortes. Voilà, donc franchement, voilà, il a au moins le mérite de faire poser des questions
à bien des niveaux dans notre monde ultra connecté et sur la mort. Voilà, il y a quand même, voilà, Cronenberg est quand même doué pour parler de la mort, pour parler du corps en décomposition et peut-être ce que ça va raconter justement, comment raconter le deuil par un cadavre, par des linceuls, par de la technologie. Et ben voilà, c'est pas inintéressant, voilà, vraiment, je sais que ce film s'est fait un peu plomber. Voilà, il a pas une hype de malade et pourtant c'est Cronenberg, mais je suis désolé, parmi les Cronenberg récents, et ben il est plutôt le bienvenu. Et si c'était sa dernière œuvre, eh ben, je trouve que ce serait une belle manière de terminer. J'ai du mal à comprendre en fait comment ça peut pas contenter, en tout cas, ceux qui aiment Cronenberg. Voilà, franchement. Alors évidemment, on n'est pas dans un décor très 80s à la Vidéodrome où c'est beaucoup plus, comment dirais-je, Gérardmer rien. Bien sûr, dans son style, là, on n'est pas du tout dans ça parce qu'on a une image beaucoup plus réaliste. On est avec en plus le producteur Saïd Ben Saïd qui, comme vous le savez, eh bien, a apporté quelque part une sorte de revival des auteurs 80s comme Paul Verhoeven avec Elle, et puis plus récemment Benedetta. C'est lui qui a produit tout ça, donc c'est des images plus réalistes, voilà, c'est moins le fantastique des 80s, on a une image beaucoup plus proprette, peut-être beaucoup plus léchée, plus HD qu'avant, bien sûr. Donc ça, peut-être qu'il y a un côté beaucoup moins VHS, je sais pas trop comment vous présenter les choses, mais voilà, c'est pas le film que vous allez louer dans un vidéoclub pour faire une soirée popcorn avec des potes. Voilà, c'est pas ça les linceuls, alors que La Mouche, c'est totalement le cas. Vidéodrome, c'est totalement le cas. Et peut-être d'une certaine manière Existence aussi, même si c'est un peu spécial, mais voilà. Donc, voilà, évidemment, c'est ça qui n'est plus, ce n'est plus le Cronenberg d'antan, ça c'est sûr, mais une fois qu'on a accepté ça, c'est pas inintéressant. C'est comme De Palma avec Passion, pareil. Il était revenu pour un film, donc Passion, qui est un remake en plus d'un film français. Donc De Palma avec Saïd Ben Saïd en 2012. C'est le dernier bon film de Palma, parce qu'évidemment, les années 2000 ont fait beaucoup de mal à De Palma, et encore aujourd'hui, je n'ai pas vu son Domino, mais voilà, j'imagine que ça doit pas être terrible, totalement passé inaperçu d'ailleurs, mais Saïd Ben Saïd, voilà, a quand même réussi à refaire venir Verhoeven, hein, grâce à lui, il y a un peu Verhoeven qui revient, Elle, franchement, très bon thriller, et je pense que voilà, Cronenberg, avec Les Linceuls, il arrive quand même, Saïd Ben Saïd, à produire un film de Cronenberg avec des thématiques qui justement, ça se respecte, c'est un Cronenberg qui se respecte sur les thématiques, c'est une nouvelle image, une nouvelle manière de raconter la vision du cinéaste. Voilà, l'image est différente, clairement, attendez-vous pas, voilà, je vous le dis, c'est une image qui n'est pas du tout comme l'époque colorée, barrée, carton-pâte des 80s, vraiment, voilà, c'est tout. Mais quand on a accepté ça, que c'était une autre manière au niveau visuel de raconter les choses, on voit un Cronenberg 2.0 qui nous raconte justement le deuil. Une fois qu'on a accepté ça, je pense que ça passe, voilà. Donnez une chance au linceul de David Cronenberg, à voir dans les salles de cinéma. Je passe maintenant au troisième et dernier film du jour, et il s'agit de La Légende d'Oshii, réalisé par Isaiah Saxon, qui s'initie son premier long métrage et qui là aussi se veut comme une sorte de revival des années 80, hein, les films fantastiques à la Amblin, Spielberg, comme E.T. bien sûr, on pense également aux Goonies, on peut penser aux Gremlins, et puis même moi, voilà, la créature d'Oshii m'a fait penser par exemple aux Ewoks, hein, ces créatures dans la saga Star Wars de Lucas, donc tout ça va titiller votre âme de nostalgique, hein, bien sûr. D'autant que le film a très peu recours aux effets numériques, hein, c'est très très artisanal dans sa manière d'appréhender les décors, c'est vraiment un film fait main, hein, il y a beaucoup de matte painting, il y a des marionnettes et des marionnettistes justement pour les actionner, vraiment on est sur quelque chose qui est très très beau justement au niveau esthétique, ça rappelle aussi un peu les films de Jim Henson, hein, vraiment Dark Crystal, comment ne pas penser à Dark Crystal, notamment avec les décors, cette île, etc. Ça rappelle énormément Dark Crystal, et puis aussi parce que les marionnettes, hein, tout simplement. Voilà, donc
À bien des niveaux, ce film va être salutaire au moins pour redonner un petit peu quelque chose de tangible, une esthétique où on sent qu'on a un peu, qu'on évolue dans un décor qui est un peu construit. Parce que c'est vrai que ces derniers temps au cinéma, quand on voit beaucoup de fonds verts à la fin, on a l'impression que c'est toujours les mêmes fonds verts. Là, ça fait du bien justement d'évoluer, là aussi, comme les personnages dans le film, dans un décor, voilà, où on sent que c'est tangible, il y a des choses qui ont été créées, voilà, on peut voir la mousse sur, je sais pas, sur de la roche ou je ne sais quoi. Enfin voilà, il y a des détails, des niveaux de détails qui sont assez appréciables justement dans les décors qui sont véritablement des protagonistes aussi du film. Hein. Ça sert aussi le propos, parce qu'il y a un propos justement sur l'acceptation de l'autre, dans un univers qui est justement dans un trip totalement nature, sur une île paumée, tout ça. Donc l'histoire de Yuri, qui est cette jeune fille en fait, dont les parents lui ont bourré le mou en fait toute son enfance sur le fait qu'il fallait se méfier des fameux Oshi, donc ces créatures qui vivent en fait sur l'île. Et donc, voilà, son père, interprété par Willem Dafoe, part chasser le Oshi. Voilà, c'est un peu le père de famille qui part avec son fusil et puis qui quelque part aussi entraîne les jeunes à se défendre contre ces créatures. Mais Yuri n'est pas dupe, hein. Le jour en fait où elle va rencontrer un bébé Oshi, elle va tout faire pour le recueillir, pour s'en occuper, et va s'apercevoir en fait qu'ils sont pas méchants, faut simplement les écouter. Il va y avoir quelque chose de très beau dans la communication entre les deux avec ces fameux cris en plus qui est d'autant plus mais vraiment bienvenue lorsqu'on sait qu'en plus l'actrice principale qui incarne justement Yuri, c'est Helena Zengel qui jouait dans Benny, et je trouve que là aussi lorsqu'on connaît cette jeune actrice, ça a tout à fait son sens parce qu'elle jouait justement une jeune fille colérique chez Benny dans ce film allemand absolument époustouflant que vous devez voir, très touchant sur justement les troubles du comportement chez une jeune fille en fait justement qui avait des colères, vraiment c'était très très bien vu. Et bien justement, je trouve que quand on connaît un peu ça en plus, ça a totalement son sens. Donc déjà niveau casting, c'est hyper bienvenu d'avoir choisi Helena Zengel, et donc il va y avoir cette communication avec ses cris aussi que j'ai trouvé assez bien vu. Et donc elle va tout faire pour essayer de rendre ce bébé Oshi à sa mère. Donc là, elle va se lancer dans une aventure qui va être un peu périlleuse, elle va se faire rattraper un peu par la famille qui lui avait justement toujours inculqué de se méfier des Oshi, et puis finalement, peut-être, hein, je vous révèle pas la fin, elle va peut-être réussir à faire mentir un petit peu sa famille et puis les habitants de l'île, hein, de leur montrer que finalement, quand on s'intéresse en fait à l'étranger, à celui qui est différent, à celui qui n'est pas comme nous, à un être qui pourrait nous paraître différent de nous, et finalement quand on s'intéresse à lui, on s'aperçoit que il n'est pas méchant, il faut simplement le comprendre, et donc il y a une communication entre cette créature et l'être humain qui va être très forte. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, évidemment, vous allez me dire rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est tout un pan du cinéma fantastique qui s'en a emparé, et peut-être bien mieux, hein, quand on voit E.T. de Spielberg, forcément, ne serait-ce qu'avec ce film-là, ça a totalement traité le sujet, donc pourquoi refaire des films comme ça? Je trouve que parfois les personnages sont peut-être pas assez traités, il y a le rôle du père aurait pu être plus creusé, interprété donc par Willem Dafoe, il y a le rôle de la mère aussi qui aurait pu être davantage fouillé. Je trouve que vraiment c'est dommage, je trouve que ce qui va primer dans cette expérience, c'est surtout les décors et ce bébé Oshi qui va être évidemment trognon et on va l'adorer, on a envie de le rendre à sa maman, ça va être touchant, ça va plaire aux enfants, etc. Mais il y a un problème de rythme évident dans ce film, on est censé être dans une aventure. C'est un peu lent quand même, il ne se passe pas toujours grand-chose dans cette aventure, on n'a pas de moments très marquants dans ce périple pour justement rejoindre la maman, Oshi. Donc vraiment, voilà, c'est dommage. Je trouve qu'au niveau scénaristique aussi, j'aurais aimé être davantage surpris. Voilà, que ça me surprenne. C'est des thématiques qu'on a vues et revues, donc effectivement, apprivoiser la différence de l'autre, hein, de l'étranger ou de la créature étrangère, évidemment, ça c'est très fort, c'est une thématique qui peut résumer tout un pan du cinéma fantastique, bien sûr. Hein. Comment appréhender des créatures différentes, elles peuvent faire peur, donc on a envie de les chasser. Même King Kong, hein, quelque part, c'est un peu ça. Hein, les êtres humains veulent détruire
King Kong, alors qu'en réalité, on s'apercevoir que l'animal peut être aussi humain, voire plus humain que les humains eux-mêmes. Enfin voilà, c'est toute la question de l'être humain versus l'animal, la créature. Là, en plus, d'autant plus que c'est une créature fantastique, donc il y a quelque chose de beau, tout ça. Mais ça a déjà été vu et revu quelque part. Voilà. Et la construction du scénario est assez basique, c'est-à-dire qu'on a vu ça 1000 fois. Donc la fille qui va découvrir la créature, elle va essayer d'apprivoiser cette créature, le quotidien des humains. Alors il y a cette séquence qui est assez marrante dans ce supermarché d'ailleurs. Alors même le supermarché, j'ai trouvé que vraiment au niveau des décors, c'est génial parce qu'on se croit vraiment dans un... Enfin c'est totalement surréaliste un peu en fait. J'aime beaucoup. Il y a des couleurs choisies, des couleurs du supermarché. C'est fou hein, sur les produits, les paquets de céréales ou je ne sais quoi. Enfin vraiment voilà, là c'est un vrai régal pour les yeux bien sûr. Hein, donc le décor encore une fois. Mais après voilà, ça rappelle évidemment peut-être je sais pas moi, E.T. avec les pèses, Elliot qui monte les pèses etc. E.T. Enfin voilà, des trucs un peu marrants comme ça. Et puis après, moi ce qui me dérange le plus peut-être c'est l'aventure et les personnages qui auraient humains, hein, qui auraient pu être plus fouillés. On attend vraiment que le bébé Oshi retrouve sa maman et puis que ce soit fini et malheureusement il n'y a pas... L'aventure va pas être plus excitante que ça en fait. Mais ça fait du bien de rappeler qu'il peut encore avoir, c'est A24 qui produit, on en a beaucoup parlé. A24 a quand même une grosse vertu, c'est d'essayer de faire voir des films un peu indépendants, mais en mettant des ingrédients, justement, notamment avec ce film, en plus de ça, a fortiori, d'un cinéma hollywoodien d'antan qui a été digéré et qui renaît d'une autre manière, plus autorisante et accessible quand même, malgré tout. Et rien que pour l'esthétique, c'est vrai que c'est peut-être un peu le piège. Parfois, voilà, c'est un peu le cas chez Wes Anderson, on a tendance à dire que chaque film de Wes Anderson, c'est formidable parce qu'il y a un décor de fou, il y a des plans symétriques, à chaque fois on s'exalte parce qu'il y a des plans symétriques, on en oublie parfois même le scénario parce que c'est l'esthétique qui prime. C'est un peu le danger parfois de ces films-là où l'esthétique prime, parfois sur la narration, le récit, le véritable enjeu de l'intrigue du film, etc. Bon, des thématiques, donc bon... Mais toujours est-il que c'est quand même une fable esthétique, appréciable dans le paysage cinématographique actuellement dans les salles. C'est ce qui rappelle aussi qu'il y a peut-être aussi une alternative aux plateformes, qu'il y a des choses à voir aussi dans les salles, justement. Donc rien que pour ça, voilà, je tiens à dire que ce film vaut le coup d'œil. Voilà, ça va pas rester, je pense pas, enfin, peut-être qu'il sera réévalué par le temps, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'à la première lecture, j'ai pas été plus pris dans cette aventure que ça, mais je retiens le coup de maître au niveau esthétique et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous recommande La Légende d'Oshi d'Isaiah Saxon à découvrir dans les salles de cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Les amis, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo. La suite du programme au prochain rendez-vous, donc il y aura de mémoire le nouveau Michel Gondry, le nouveau Wes Anderson et puis évidemment le blockbuster estival de cette année 2025, le très attendu. Mission Impossible Dead Reckoning partie 2. On va voir comment se clôt cette saga ou si c'est véritablement une saga qui se termine, on ne sait pas d'ailleurs, et surtout ce que vaut le film. Hein. Le film le plus long de la saga Mission Impossible, près de 3 heures. Hein. Waouh, on va voir si on va pas être saoulé, si on va pas ressortir la tête comme une pastèque à la fin de la séance, on va bien voir. En tout cas, voilà le programme, il y a peut-être d'autres films qui vont venir s'ajouter, en tout cas, voilà, c'est les films sûrs, j'en oublie peut-être un, mais en tout cas, voilà le programme pour les prochaines vidéos. Donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!